Et salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans votre émission Talking Catch, deuxième édition de votre émission qui décortique les nouvelles du monde du catch, WWE et autres. Aujourd'hui, pour m'accompagner, moi vous m'avez reconnu évidemment, c'est Ringside. Hank est parti en vacances pour le remplacer, notre ami le célèbre Giscal, ça va bien? Hey, ça va très bien et toi, Ringside? Écoute, la pêche, la patate quoi. Alors, Talking Catch un peu spécial cette semaine. On est un peu à la bourre, on s'excuse, hein, on a un peu de retard, mais on va essayer de faire complet. On va vous parler de Hell in a Cell, évidemment, le dernier pay-per-view de la WWE. Et on fera un petit peu toutes les news, les dernières news de l'univers du catch. On va parler des arrivées à NXT, on va parler des déboires de la TNA, la suite du feuilleton. Des petites nouvelles sur Survivor Series qui arrivent. Un nouvel acteur dans le monde du catch, Flow Media, qui va nous proposer du streaming sur les spectacles indépendants. Mhm. Et voilà ce qu'il en est pour les news. Donc on verra ça en fin d'émission. On va commencer par le gros morceau, c'est-à-dire Hell in a Cell. Donc Hell in a Cell qui se déroulait le 30 octobre à, C'est ça. à Boston, dans le Mhm. Massachusetts. Dans le Dans le Massachusetts, c'est ça. Massachusetts. Donc, hein, une grande Qui est soirée l'état de John Cena, historique. attention. Pardon? Mhm. L'état de John Cena, quand même, hein. Ah, Il est- voilà, hein. Ouais, c'était un pay-per-view rouge, mais bon, c'était important. Mm. Donc ça partait du bon pied pour toi, du coup, Oui, voilà, tout de suite, ce j'étais mis en pay-per-view. condition, c'était très positif. Ouais. Pay-per-view historique, triple main event, puisqu'on aura notamment Rusev contre Roman Reigns pour le championnat des États-Unis. Mhm. On aura le champion de l'univers Kevin Owens qui va affronter Seth Rollins aussi dans la cage. Et un troisième match dans la cage avec Sasha Banks et Charlotte, hein, la championne Sasha Banks qui défend contre Charlotte. Premier match de l'histoire des filles dans une cage. Donc encore une fois un pay-per-view historique. Alors, on va commencer par le kick-off. Oui. On avait un match de cruiserweight, un match à 6 qui opposait Cédric Alexander d'un côté, avec à ses côtés Lince Dorado et Helmut Sin Cara. Et de l'autre côté, les méchants Tony Nese, Drew Gulak et Arya Daivari. Donc un match de 9 minutes 41 qui a vu la victoire des gentils, Cédric Alexander sur son célèbre backbuster. Ouais. Donc un match quand même relativement long et puis assez explosif, hein, ça a vraiment chauffé le public. Il y a eu des gros spots de part et d'autre. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi, Giscal? Écoute, ouais, c'est ça, plutôt explosif. Ça a parfaitement rempli son rôle dans le pré-show qui, je trouve, est de plus en plus pay-per-view après pay-per-view une sorte de pré-opener, quoi. Enfin, c'est quasi un opener. C'est vraiment pour chauffer la foule et du coup, ce spot était parfait pour eux. Ils l'ont pleinement exploité. J'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Victoire des gentils, somme toute logique, à la fois parce que en pré-show et puis souvent sur des matchs un peu fourre-tout comme ça, c'est souvent les gentils qui gagnent. Et puis sans spoiler la suite, on était assez nombreux à anticiper un changement de titre potentiel au niveau de la division cruiserweight, donc on pouvait s'attendre à voir les gentils gagner pour contrebalancer justement, peut-être proposer un nouveau challenger après derrière. Donc voilà, bon, écoute, j'ai trouvé ça très sympa, très dynamique, super entrée en jambe. Tout le monde a eu de la bonne exposition. Oui, et une grosse pop j'ai trouvé pour Cédric Alexander qui à mon avis sera le... Et Ouais, Cédric Alexander, ouais, qui est bien over, hein, du côté c'est un des rares qui tire son épingle du jeu avec Rich Swann, qui était pas Hmm. là ce soir, mais c'est en effet un des rares qui arrive on va dire, à susciter une réaction positive ou négative, mais susciter une réaction du public, ouais. Sachant que son finisher est vraiment super sympa, hein, Ouais, vraiment ouais, j'aime ouais. beaucoup. Très joli son
Buster. Mais ouais, je Ouais, pense qu'il est parti pour rentrer dans la course au titre, hein, tout doucement, voilà, sans sans, spoiler la suite hein, que vous étiez non. nombreux à voir venir, mais pas moi. Euh, Ah, eh, désolé. on se refera la prochaine fois pour les pronos. Euh, bon bah oui, ça a fait le boulot hein, ce match avec les cruiserweights. C'est toujours intelligent de mettre les cruiserweights en début de show, hein, histoire de. Ouais, ça les évite de tomber dans C'est ça. l'oubli. Comme ça a pu être le cas, on verra après, hein, mais bon, c'était peut-être un peu ce qui a péché après, mais bon, Mm, on en reparlera. c'est ça. Bah on va passer au show en lui-même, hein, En le vrai, vrai opener de la soirée. Rien de moins que le championnat des États-Unis. Roman Reigns défend son titre face à Rusev. Rusev toujours accompagné de Lana. Et tout ça dans la cage, Hell in a Cell. Donc un match quand même de 25 minutes 21. ouais, énorme. Énorme match. C'est le plus long de la soirée. Donc c'est alors très violent, hein. Comme d'habitude, les deux sont toujours très explosifs, tout dans la puissance, hein. Ça utilise les escaliers, ça utilise des kendo sticks. Ils ont laissé les tables et les deux côtés, ils ont un peu utilisé les chaises. Rousseff a même fini par sortir une chaîne pour étrangler Roman Reigns en même temps qu'il lui portait l'accolade, le tout sur les escaliers de fer. Mais c'est quand même Roman Reigns qui s'en sort. Après quand même une bonne domination de Rusev pendant le match. Ouais. Roman Reigns qui s'en sort avec notamment un Samoan drop sur les escaliers de fer et puis un magnifique spear voilà, Prenant, ouais, Rusev, voilà, prenant élan, ouais, Rousseff était sur voilà, les escalier escaliers. posé sur le ring, Roman Reigns qui fait le spear sur Rusev et Rusev qui s'écrase au sol et qui se relèvera pas. Après 25 donc, minutes de match, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon bon Giscard? Écoute, enfin voilà, ils ont clos cette rivalité de la meilleure des façons. C'était vraiment, je pense que, enfin moi en tout cas, en me concernant, c'était leur meilleur match de très très loin. Aux deux, ils ont proposé un superbe Hell in a Cell en jouant parfaitement avec la stipulation. C'était super violent, tu l'as dit. On a eu des escaliers, du kendo stick, utilisation de la chaîne vraiment très sympa de Rousseff qui a porté son accolade là en lui mettant comme un mort de cheval là. Il lui a mis la chaîne entre les dents pour le tirer en arrière là. C'était vraiment ultra violent visuellement. Voilà, bon, j'ai beaucoup aimé. C'était un Hell in a Cell très différent. On verra des deux autres Hell in a Cell qu'il y a pu y avoir dans la soirée, ils ont finalement, j'ai trouvé, mis assez pas mal de temps avant de sortir du ring. Ça a passé pas mal de temps au début avec des gros power moves dans le ring avant de vraiment commencer à s'envoyer valser sur les cages, enfin sur la cage et dans les escaliers et compagnie. Donc il y a eu une montée en puissance vraiment pas mal. Et puis bah le finish était top visuellement, esthétiquement là, enfin et niveau violence, c'était vraiment voilà, on a atteint petit à petit, on montait dans la violence et on a atteint vraiment le paroxysme à la fin avec cette accolade et puis derrière le Samoan Drop, le Spear, c'était top. Très content du résultat. J'ai trouvé que Rousseff n'en sortait pas du tout amoindri. Il a fait quand même pendant ce match-là, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve qu'il a fait quand même largement la course en tête pendant une bonne Ah, partie du match. clairement, ouais. Euh, euh, Roman Reigns a encaissé. Et puis bah voilà, comme héros qu'il est, puisque bon, c'est comme ça qu'il est dépeint, il a fini par se relever et puis bah porter les stockades fatales. Donc c'était bien raconté. Voilà, ça clôt de la meilleure des manières une rivalité qui aura déplu, mais qui aura eu le mérite au moins d'être intense jusqu'au bout et qui nous aura donné quand même pas mal de bons matchs. Donc Mm. c'est du bon boulot. On va voir la suite maintenant pour les deux hommes, mais c'était du très bon boulot et une belle façon d'ouvrir le show aussi. Je m'attendais vraiment pas à ça en opener, Mm. surtout aussi. On aurait pu imaginer des matchs un petit peu plus
public friendly, type, je sais pas, les tag teams, Cesaro et Sheamus contre les New Day, ou pourquoi pas les Cruiserweight, mais bon, c'était pas évident parce qu'ils étaient en pré-show juste avant, donc ça aurait été un peu bizarre, mais on aurait pu imaginer un truc un peu plus virevoltant en opener, donc c'était original, mais j'ai trouvé que ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, ça a mis le public dans l'ambiance Ouais, directe. ouais, ouais, non, gros match, hein, effectivement, comme tu dis, parfait pour conclure toute leur storyline. Et puis effectivement, Rousseff qui est quand même très impressionnant tout le long du truc. Voilà, hein, Ouais, franchement, je m'inquiète pas voilà, trop pour lui, hein. victoire quelque part sans surprise de Roman Reigns, mais ben voilà. Ouais, là Mm, par contre, je pense que ça a pas surpris ouais. grand monde. Mais bon, c'est l'histoire qui est comme ça aussi. On voyait mal Roman Reigns perdre cette feud. Mais ouais, bon, ça reste, Rousseff reste un ennemi carrément valable, hein, un des mecs les plus puissants du roster. Et puis Mm, Reigns, mm. il s'impose comme le super-héros, hein, de toute façon, c'est comme ça qu'ils veulent le vendre, donc ça continue là-dessus. C'est Voilà, cohérent, on va exactement, ils dire. finiront par avoir le public à la longue, hein, qui commence à se Ah, fatiguer peut-être. de huer Ouais. Roman Reigns. Mais c'est marrant, il a des dynamiques de match où c'est ça. Je sais pas si le public se fatigue ou si petit à petit ils se prennent au jeu, mais j'ai souvent Mhm. l'impression dans les matchs de Roman Reigns quand même qu'il est hué à son entrée et au moment de la victoire finale, il est quand même il a quand même réussi à retourner un petit peu la foule et généralement ça se finit plutôt bien ces matchs à ce niveau-là. Ouais, Donc bon, c'est encourageant. c'est ça. On verra ce que l'avenir nous réserve pour ces deux-là. Mm. Alors ensuite, on avait un petit match entre Bayley et Dana Brooke. Un petit match Oui, de 6 minutes 28 qui voit la victoire, sans surprise, j'ai envie de dire, de Bayley sur Dana Brooke via un Bayley to Bayley. Après un match relativement classique où Bayley a surtout vendu sa blessure à l'épaule, ce qui permettait à Dana Brooke de prendre l'avantage, mais ça n'a pas suffi, hein, pour battre Bayley. Bon, rapidement, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit match? bon c'était important que Bayley le gagne celui-là. Je pense qu'en effet ça n'a pas surpris grand monde. Si jamais d'ailleurs, ça n'a pas surpris grand monde, donc vous pourrez aller engueuler Raphaël, hein, qui était en charge de mettre les pronostics sur le site des cahiers du catch, hein, puisque si nos auditeurs votent habituellement sur les cahiers du catch, ils n'ont pas pu pronostiquer pour ce match, puisque Raphaël ne l'avait pas anticipé dans le module de pronostic, donc c'est de sa faute, vous pourrez l'incendier. C'est ça. Euh, C'est ce que- vous avez, vous avez tous perdu un point, puisque je pense que tout le monde Hmm. l'avait vu venir. Mais ouais, voilà, ouais, bon, pas petit match sans prétention, qui avait pour objectif de remettre un peu Bayley dans le bon sens. Moi j'ai vécu ce match un peu comme une sorte de squash rallongé parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'est Bayley qui de bout en bout a quasiment écrasé Dana Brooke, même s'il y a eu quelques petites périodes de face en péril classique avec son bras. C'était quand même assez large, c'était assez décisif cette victoire pour Bayley, donc je pense je pense que ça devrait augurer d'autres choses, j'espère pour elle après derrière, parce que ça me semblait assez définitif, mais bon à voir. Ouais, espérons que ce soit la fin de leur rivalité, qu'on passe à autre chose. Voilà, Dana Brooke n'a pas été trop dégueulasse, il n'y a pas eu trop de botch ou de choses comme ça, mais Non, c'est voilà, vraiment très c'est très ça. classique. Voilà, Match de c'est mid-card ça, standard, quoi. exactement. Alors, la suite, on va passer au tag team pour un match qui oppose Luke Gallows et Carl Anderson à la Team Soft, Enzo Amore et Big Cass. Donc encore un petit match, hein, 6 minutes 46. Donc c'est très serré, mais c'est quand même plutôt, on va dire, Soft qui domine le match avec des grosses démonstrations de force de Big Cass. Enzo qui tire bien son épingle du jeu, même face à Luke Gallows. Sachant qu'ils ont bien miné le moral de leurs adversaires avant le match avec une promo où ils traitaient les deux mecs du club avec des sobriquets. Alors j'ai plus comment Ouais. ils ont appelé Luke Gallows, Big Gal, je crois. Ouais, alors il y avait Big Gal, ouais, c'est grosse Voilà. mémère, enfin grosse femme, plutôt un Gal, Et c'est ça. Andy. Euh, Et on dit ouais, en mode voilà. Toy Story. Parti dans un drôle de truc là-dessus. Ils Ouais, sont partis assez loin là sur ce coup. Ça a duré assez longtemps leur promo de début de match, puis après Oui. le club est arrivé en plutôt silencieux. Donc voilà,
Big Cass qui a fait une grosse démonstration de force, Enzo aussi, donc qui s'en sortait avec des petites prises originales, des petits mouvements de danse avant de mettre des patates dans la gueule de ses adversaires. Mais au final, c'est quand même le club qui l'emporte. Dans une petite confusion, ils arrivent à placer, je crois, Enzo dans leur prise finale, le Magic Magic Killer. Killer. Et puis, bah, compte de 3, victoire du club. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, mon bon Giscal? Écoute, encore une fois, match relativement standard de mid-card en pay-per-view, quoi. C'est du filler. J'ai pas été transcendé par ce match. Je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai pas, enfin voilà, il y avait pas de spot incroyable. Il y avait pas de vraiment de grosses innovations par rapport au match qu'ils avaient pu Hmm. avoir avant. Donc c'était correct, c'était propre, pas de d'horreur. Je soulignerais le résultat que j'avais pronostiqué, mais sans vraiment trop y croire, cette victoire de Gallows et Anderson, mais qui me paraît vraiment importante parce que vu le niveau de pop que les deux, que la Team Soft a, ils sont vraiment, enfin ils sont imperméables à toute défaite, je pense. Surtout contre ces deux-là, ça posera pas de problème. Et alors que par contre les deux méchants, on avait vraiment bien besoin de cette victoire. Donc c'est plutôt bien vu de ce côté-là. J'y croyais à moitié en pronostiquant ça, mais je suis plutôt content. Donc voilà, écoute, après, je sais pas trop ce que ça augure pour la suite de ces deux équipes qui sont un petit peu sans direction, mais en tout cas, la bonne équipe a gagné. C'était un match correct qui a fait plaisir au public au milieu du pay-per-view. Donc bon voilà, on peut pas en demander beaucoup plus. Ouais, exactement. Bah, ce qui est bien, c'est qu'ils ont laissé un peu dérouler Big Cass. Ça fait longtemps qu'il avait pas C'est vrai. démontré un peu toute sa puissance. Pour faire des hot Voilà, tags, exactement. ouais, Et comme on sait qu'il parie quand même un petit peu sur lui pour l'avenir, c'est quand même bien qu'il le, hmm, qu'il c'est le pas faux. montre un petit peu comme ça dans toute sa puissance. Enzo, pour une fois, il n'a pas servi de serpillière. Après, c'est sûr que le club était un petit peu en deçà, mais comme c'est eux qui sortent avec la victoire, c'est pas plus mal. Voilà, un petit match solide, comme on dit. C'est pareil là-dessus, hein, on va voir où ça va emmener les deux équipes. Hmm. Et on va enchaîner sur la deuxième partie du main event, c'est-à-dire le championnat de l'univers. Rien Et moins oui. que Kevin Owens et le champion de l'univers, donc qui doit défendre son titre face à Seth Rollins, toujours dans la cage, toujours dans l'enfer de la cellule. Donc encore un gros match, ça a duré 23 minutes 15, donc un petit peu plus court que l'opener. Alors gros match, hein, toutes sortes de spots, de la violence, hein, avec Kevin Owens fou furieux, Seth Rollins aussi qui bataillait dans tous les sens pour survivre. Donc ça utilise des tables, ça utilise des chaises, et ça utilise même un extincteur qui va aveugler Ouais. l'arbitre, qui va devoir sortir pour se faire soigner. Et pour sortir, bah, il est obligé d'ouvrir la porte. Et une fois que la porte est ouverte, bah, ça permet au meilleur ami de Kevin Owens de rentrer dans le ring. Chris Jericho qui débarque, qui essaye de perturber le match, mais alors à chaque fois qu'il tente quelque chose, il se fait cueillir par Seth Rollins. Mais bon, quand même, Rollins il se retrouve à deux face à la team Jericho. Et en plus, il y a des chaises, des tables dans l'histoire. Alors, c'est Kevin Owens quand même qui se mange un gros spot où il traverse, Oui. Hmm. où il traverse deux tables. Mais bon, il arrivera quand même à prendre la victoire à Seth Rollins. Euh, donc voilà, triomphant Kevin Owens. Seth Rollins complètement battu. Et même Chris Jericho qui se permet en fin de match d'aller tabasser encore un peu plus Seth Rollins. Euh, Ouais. et qui lève le point, voilà, victorieux au-dessus de Rollins à la fin d'un match qui a quand même été énorme. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi? Écoute, bah voilà, match énorme. Moi personnellement, c'est mon match préféré de la soirée. J'ai vraiment adoré. Voilà, bon, 24 minutes quasiment aussi. Gros match. Enfin, emplacement très intéressant dans la carte, hein, puisque du coup, ça confirmait à ce moment-là ce que tout le monde attendait.
à savoir les filles en main event. Et puis ça venait aussi quand même rebooster pas mal le pay-per-view qui s'endormait un petit peu, parce que si on a beaucoup aimé l'opener, on avait enchaîné quand même sur Brooke Bailey et puis les tag teams, donc c'était important. Bah écoute, moi le match j'ai adoré. Enfin, il y avait tout en fait. C'était vraiment, et il avait d'ailleurs tous les ingrédients d'un main event de pay-per-view habituel. C'est pour ça que c'était assez surprenant de voir ça en milieu de show, parce que voilà, t'avais des spots de fou furieux, de l'overbooking, intervention extérieure, les finish dramatiques. Enfin voilà, il y avait tout pour presque finir l'émission là-dessus. Donc c'était vraiment assez dingue. Paquet de spots de fous. Enfin, ils se sont vraiment donnés comme des fous furieux, hein, avec moi j'ai quelques spots en tête que j'ai vraiment beaucoup aimé. La Cannonball de Owens là contre la cage sur Rollins, qui était vraiment sale. Bon bah tu l'as dit, hein, le spot que Owens a bouffé là à travers les deux tables à l'extérieur du ring, ça c'était aussi super impressionnant. J'ai bien aimé Seth Rollins qui a sorti une sorte de Falcon Arrow modifié là sur le tablier du ring qui devait faire bien mal aussi. Donc voilà, bah écoute, gros match, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très très bien exécuté, l'intervention de Jericho, que tout le monde attendait, hein. Le public a popé un truc de fou quand Jericho est arrivé. Et puis ce petit code breaker à la fin, après le match, qui est intéressant, alors que beaucoup de personnes voyaient peut-être Hell in a Cell comme le théâtre du début d'une rupture un peu entre les deux. On a vu un Jericho plus lié que jamais, et qui est même allé en remettre une couche sur Rollins derrière. C'est intéressant. Faut voir peut-être si est-ce qu'ils vont pas transitionner vers un Seth Rollins Jericho en attendant la grande feu de fratricide qu'on attend. C'est possible. Exactement, À voir, mais hein, je pense qu'ils vont aller s'opposer euh, les deux pour la suite. mais bon, bah voilà. En tout cas, c'était nickel. J'ai rien à dire, hein. C'est du très 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 gros boulot. On les en savait capables, et ils ont delivered, quoi. Ils ont pas C'est déçu. ça, c'est le match qu'on attendait entre eux depuis un bon moment, hein, Ouais, j'ai envie de dire, parce que la dernière fois on était un ouais. petit peu en demi-teinte sur, même si le match était très bon, il manquait ce petit quelque chose que là ils ont servi, parce Là, qu'ils ils l'ont. ils ont été jusqu'au bout de la violence, et puis il a fallu vraiment détruire Seth Rollins pour qu'il perde le match, quoi, hein. C'est ça. Il a fallu vraiment le faire passer par tous Voilà, les. les Enfin, tables, les ils lui ont tout chaises, mis, quoi. tout ce que. Il y a eu des coups de chaise, putain. Il y a Owens qui lui mettait des coups de chaise, il se retenait pas, Mm, hein. mm, Putain, mm, là, mm, il mm. lui envoyait. Et puis c'était marrant, voilà, c'était très différent du premier Line Cell. Ils se sont servis des tables, des chaises, alors que les premiers c'était plutôt kendo stick, escalier, tout ça. Donc c'était vraiment différent, c'était très sympa. Voilà, donc du très 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 bon boulot. Et donc Kevin Owens qui reste le champion. Et oui. La suite, hein, à Monday Night Raw, on vous en reparlera. Et la suite, eh ben, on est toujours sur du championnat, mais c'est le championnat des Cruiserweight Championship, qui voit Brian Kendrick, le vétéran, opposé à TJ Perkins, le champion. Donc un match de 10 minutes 30, où bon, on a une petite domination de Perkins quand même, mais c'est finalement Brian Kendrick qui va s'imposer grâce à un mind game, hein. Il simule une blessure à la cheville, ce qui stoppe le match, parce que l'arbitre vient le voir pour savoir s'il veut vraiment continuer, etc., etc. Perkins, il sait pas s'il doit y aller, s'il doit pas y aller. Il finit par s'approcher pour regarder ce qui se passe. Et là, évidemment, il se prend un méchant coup de boule de Kendrick. Et il se fait placer dans le crochet du capitaine, la prise de finition de Brian Kendrick. Et il est obligé d'abandonner. Et oui. Et c'est donc la victoire de Brian Kendrick. Changement de titre, nouveau champion. Le vétéran Brian Kendrick qui devient le champion Cruiserweight. Et TJ Perkins qui est obligé de taper. Quel est ton avis sur tout ça, Giscal? Bah, moi je suis un peu partagé, parce que j'ai trouvé le match plutôt bon, et j'ai trouvé que en fait à un autre endroit, à un autre moment, je pense que j'aurais vraiment beaucoup apprécié ce match, mais là ils avaient un peu le spot de la mort en fait dans la carte, parce qu'ils devaient suivre un match de fou furieux. Qui était vraiment, c'était le thème du pay-per-view, c'était la violence à tous les étages, c'était ultra intense, c'était ultra dur d'aller derrière, ce qui fait que
Bon bah ils ont malheureusement pour eux catché dans un silence de cathédrale quasiment, hein, parce que le public n'en avait plus grand chose à faire de ce qui se passait derrière. Ils attendaient plus qu'une chose, c'était le main event des filles derrière. Donc ça, je trouve que ça a beaucoup gâché ce match qui, au demeurant, était plutôt bon. Moi, j'ai bien aimé l'histoire entre les deux, l'histoire racontée dans le ring entre les deux, avec un début de match très soigné, très technique, beaucoup de contres, beaucoup d'enchaînements parce qu'ils se connaissent par cœur, donc ils arrêtaient pas de se devancer, de se contrer, d'anticiper les mouvements de l'un de l'autre. Donc c'était vraiment super plaisant à regarder. J'ai bien aimé aussi au moment du serrage de main, tu vois Kendrick qui lui lâche un petit regard, genre bon ouais. T'oublies pas, hein, tu me laisses gagner. Tout était plutôt bien joué, c'est bien monté. Et puis bon bah après il y a ce finish qui est quand même super bancal. Moi j'ai trouvé ça très moyen. Le coup du vétéran là, bah, s'il voulait faire passer TJ Perkins pour une andouille, c'est réussi parce que Mm. il lui a déjà fait un coup, il lui a déjà fait le même coup dans le vestiaire, soi-disant, il s'était fait mal là, et puis il avait essayé de lui en coller une dans le vestiaire, et puis on le sait qu'il est truqueur et tout, donc c'était ridicule de venir essayer de le chercher, de le relever, donc bon bah du coup. Limite à la fin sur la prise de soumission, j'étais là, bah, j'étais presque content qu'il perde parce que je me disais bon bien fait pour toi quoi. Enfin t'es con quoi. Enfin bien fait. Non mais c'est vrai. Bien fait pour sa gueule, Et c'est donc l'abruti. ouais bien fait pour sa gueule. Écoute t'es débile. Bon bah tu mérites pas d'être champion, tant pis pour toi quoi. Donc je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu contre-productif. Ça a pas trop fonctionné auprès de moi. Alors que c'est dommage parce que j'ai trouvé qu'ils avaient travaillé un match plutôt intéressant avant Mm. desservi par l'emplacement dans la carte et l'ambiance autour d'eux. Mais voilà, bon, écoute, j'espère que ça va donner le petit coup de fouet nécessaire pour la division cruiserweight parce que pour l'instant ça marche pas trop. La preuve parce que sinon peut-être que le public aura réagi différemment à leur match aussi. Ouais, mais Euh, en même temps, c'est délicat parce ils font des bêtises, hein. C'est vraiment, je trouve que c'est idiot de faire abandonner encore une fois TJ Perkins. ah C'est bah la ouais, ça deuxième fait deux fois qu'il fois. est sur abandon en plus. Alors, Ouais, quand ouais. tu essayes d'imposer quelqu'un comme un nouveau champion babyface et que le mec il abandonne déjà 2 fois dans son premier mois Je suis à d'accord. son arrivée, là le mec il est enterré. Alors que c'est dommage parce que moi je trouve que c'est un mec pour les gosses qui a du potentiel quoi. Ah moi je l'aimais bien en C'est champion, hein, ça, mais une belle gueule, il est impressionnant dans le ring. Là, le match, c'était plus un match déroulé des capacités de Brian Kendrick. ouais. Clairement, TJ Perkins, il a pas fait beaucoup de ses moves habituels assez spectaculaires de high flyer. Euh, donc là, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train d'enterrer TJ Perkins. Et c'est toujours, c'est pas comme si la WWE, elle avait encore beaucoup de superstars. Donc quand on a la possibilité d'en créer une, c'est peut-être bien de capitaliser dessus et pas de l'enterrer au bout d'un mois comme ils sont en train Ouais, de faire c'est là. vrai que c'est un peu, ouais, je suis assez d'accord. J'aime pas trop d'habitude ce mot enterré parce que bon, on peut toujours remonter la pente, mais c'est vrai que la gestion de la division dans son ensemble et de TJ Perkins c'est un peu surprenante parce que ils l'ont fait gagner le tournoi Cruiserweight, ce C'est qui ça. est quand même a priori une marque de confiance forte. Enfin voilà, moi je les voyais bien capitaliser à fond sur lui. Et en effet, comme tu dis, le faire perdre 2 fois de suite contre Brian Kendrick sur abandon en à peine un mois d'existence et de lui faire perdre sa ceinture aussi vite comme ça, si c'est pas un désaveu, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Mm, Donc mm. En tout cas, après, les bon. dommages sont là, quoi. Et puis voilà, une victoire de Kendrick, ça fait plaisir aux vieux fans comme nous, mais est-ce que ça Oui, fait beaucoup plus pour attirer du je buzz sais. et puis Non, je sais même pas si c'est vraiment parce que les arguments qu'on voyait beaucoup sur Internet, parce que bon, c'est une victoire qui a pas, t'as peut-être pas, toi, t'avais pas pronostiqué ça, mais je crois que, à mon avis, il faudrait voir les cotes et les pronostics, mais je pense qu'elle a pas surpris quand même beaucoup de gens cette victoire, et souvent les arguments qui revenaient, c'était que bah oui, TJP ça marche pas, et il faut mettre un mec mieux établi, plus reconnu du public, Brian Kendrick avec un personnage et tout. Je sais même pas si c'est des vrais arguments parce que en effet, enfin Brian Kendrick, il est parti quand même je sais pas combien d'années et c'était pas non plus un main eventer, donc c'est pas genre la superstar. Et il a l'âge qu'il a aussi, donc c'est surprenant. Enfin voilà, c'est pas non plus une stratégie
qui coule de source, quoi. Enfin, je suis pas. C'est voilà, c'est un des points noirs de la soirée, puis un des points noirs qu'on retrouve à Raw un peu à Monday Night Raw Ah oui, régulièrement. voilà, Hein, ouais, semaine après là-dessus, semaine. Ouais. voilà, ça se précise qu'ils ils sont peut-être pas sur la bonne voie forcément au niveau des cruiserweight, mais bon, ça, Ils ont du voilà, mal. on verra bien ce que ça donnera pour la suite. Voilà, donc un nouveau champion, Brian Kendrick. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Oui, Pour la suite, eh ben on retourne au tag team. Le championnat des tag teams hein, de Monday Night Raw. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Donc l'équipe dysfonctionnelle Cesaro Sheamus vont essayer de prendre le titre au New Day. Les imbattables New Day. Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods. Ce soir, c'est Big E et Xavier Woods qui défendront leur équipe. Donc dans un match donc un peu plutôt dominé par Cesaro et Sheamus, mais il y a quand même des bons déroulés de Xavier Woods qu'on voit le plus souvent dans le ring face aux ouais, deux autres. Moi j'étais content de voir Xavier Woods comme ça un petit peu dérouler son catch aussi. Donc bah, ça se termine de manière un petit peu compliquée, hein, c'est-à-dire que à l'extérieur du ring, Sheamus va frapper Biggie avec le trombone Francesca dans le dos de c'est l'arbitre. ça. Francesca 2, Francesca attention. 2, exactement. Dans le dos de l'arbitre, donc qui ne voit rien. Alors même que Xavier Woods est piégé dans le sharpshooter. Oui, Donc, exactement. il est au milieu du Le ring, faire il a pas trop de solutions pour s'en sortir. Et donc, Biggie assommé par le coup de trombone, mais Kofi Kingston il est encore là. Et ben, il se jette sur Sheamus, il lui fait son coup de pied sauté, dont tu vas me rappeler le nom, Giscal, comment ça s'appelle? Trouble in Euh, Paradise, voilà. Trouble in Paradise, voilà, Euh, tu t'es je me rattrapé tout rattrape tout seul. seul. Donc Trouble in Paradise dans la face de Sheamus, mais c'est juste au moment où l'arbitre se retourne, il voit Kofi qui est en train de frapper Sheamus, donc bah c'est la disqualification, alors même que Xavier Woods est en train d'abandonner, il est en train de taper sur le tablier du ring. Malheureusement, c'est la disqualification qui compte. Et donc, victoire de Cesaro et Sheamus, mais c'est le New Day qui conserve la ceinture. Euh, un petit peu alambiqué cette fin. Oui, Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu en penses, Giscal? un peu compliqué cette fin. Sur le coup, j'étais pas convaincu. A posteriori, maintenant à froid, je me dis que c'était finalement pas si mal joué. Pas si mal joué parce que bon bah voilà, ça va permettre, je pense, une seconde chance à Raw peut-être ou après, je ne sais pas, j'ai pas encore vu l'émission à l'heure où nous enregistrons. Mais toujours est-il que voilà, ça les laisse, on va dire, ça donne une victoire à Sheamus et Cesaro, ce qui est important, je pense, dans leur histoire, parce une défaite aurait été bon, on en a beaucoup parlé avant ce Hell in a Cell, une défaite semblait sonner le glas en fait de leur duo. Enfin, c'était quasi inévitable déjà qu'ils s'entendent pas. Si en plus ils perdent, c'est fini, c'est sûr. Et en même temps, le grand truc, c'était que bah, on voyait pas du tout une équipe de brick et de broc comme ça briser la série du New Day après 400 et quelques jours. À finalement, je crois qu'ils sont à un mois maintenant du record absolu. Euh, Ça semblait impossible. Donc au final, je me dis que ce finish a plutôt du sens. C'était finalement presque évident. J'aurais dû pronostiquer ça. Je suis con. Mais mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et après moi j'ai alors pour le match, moi j'ai trouvé ce match vachement sympa. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ah oui, non, c'était J'ai solide trouvé aussi. Hein, je l'ai trouvé même mieux que celui de Raw. hmm, Et carrément. j'ai beaucoup aimé Sheamus dans ce match en fait. J'ai trouvé que c'était en fait l'histoire entre les deux et prend un tournant assez intéressant. Parce que voilà, on a pu voir en fait pendant le match que bon bah Sheamus a broke kick Cesaro à un moment sans faire Hmm. exprès. Et à partir de ce moment-là, il a, c'est assez drôle parce qu'il a tout fait pour essayer de se rattraper.
Donc il a cassé des tombées, il a aidé Cesaro, il a du coup essayé même à un moment là alors que Cesaro portait le sharpshooter sur Woods, il a essayé de retenir Biggie qui essayait de rentrer dans le ring, il le retenait par la jambe. Donc là moi j'ai vraiment cru que c'était la victoire à ce moment-là. Mhm. Et finalement bon bah voilà il y a Kingston qui arrive pour une énième distraction et puis après il y a le finish en disqualification qui arrive derrière. Donc c'était assez drôle parce qu'on voyait que Sheamus finalement développer une sorte de remords et puis vraiment se prenait au jeu de l'équipe et de ce match pour le titre et voulait tout faire pour gagner la ceinture et essayer de se rattraper un peu. Donc c'était assez drôle et je suis assez curieux de voir bah, finalement la suite puisque finalement bah on imaginait peut-être pas forcément Sheamus et Cesaro continuer dans la défaite ou en tout cas dans l'échec de conquérir les ceintures. C'est peut-être pas impossible. Ils vont peut-être trouver un terrain d'entente dans la combativité, voilà, dans le challenge et tout. Faut voir. Donc j'ai plutôt bien aimé ce que ça pouvait impliquer derrière et puis le déroulé, quoi. Ouais. Pour une fois, il y avait une belle histoire dans le match et plutôt bien racontée, avec effectivement une belle prestation de Sheamus qui est même monté en haut de la troisième corde pour se jeter sur la totalité du New Oui, Day à un moment donné. ouais, 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 aussi. Non, c'était vraiment effectivement beaucoup mieux que ce qui est, enfin, beaucoup mieux. Mieux que ce qu'ils avaient servi à Raw, mais on sent que voilà le New Day, ils vont pas perdre la ceinture à mon avis avant la fin du record. Mm, Mais il y a peut-être de fortes chances pour que ce soit Cesaro et Sheamus qui leur prennent la mm. ceinture. Ça risque de durer peut-être Voilà. un petit moment. Ah, c'est possible ça. Et on peut envisager bon, même si Cesaro est déjà face, mais on peut envisager, c'est pas impossible que au bout de cette histoire, il y ait une sorte de double turn un peu, parce que, enfin, faut pas oublier que ça fait maintenant 2 fois que le New Day conserve sa ceinture en trichant, Ouais, c'est pas faux. Mm. et ça commence à être un peu bizarre. Enfin, on sait qu'ils sont facétieux et tout, que ça passe mieux avec eux la tricherie, c'est pas forcément hors de. Mais bon, ils avaient triché contre les Gallows et Anderson, je crois. Ouais. Ils ont triché là encore avec voilà Kingston qui arrive avec le trombone, enfin et puis bah le Trouble in Paradise et compagnie. Bon, à voir où est-ce que ça nous mène, mais c'est intéressant. À voir, à voir. Ouais, ça bien, ça a redynamisé complètement la division tag team, hein. Là, Mm. c'est vraiment beaucoup plus intéressant à regarder maintenant. Et puis, bah, il y avait du suspense hein, quand même dans ce match, hein. Jusqu'au final, j'ai bien cru qu'il allait taper, hein. Xavier Woods, Oui, même s'il oui, a oui. vraiment Ah, tapé, mais à un moment. il a vraiment tapé, c'est vrai. Ouais. Mais il est resté quand même longtemps, longtemps, Ouais, longtemps dans le shooter, sharpshooter. c'était des secondes interminables. Mm. Ouais, voilà, donc plutôt du bon boulot de part et d'autre. Donc on va aller au dernier main event, le championnat féminin, Charlotte contre Sasha Banks, la championne. Dans la cellule, dans la cage, pour la première fois, les filles s'affrontent dans la cage. Alors ça démarre avec des entrées grand standing, hein, puisqu'on a Ah, Charlotte qui débarque, WrestleMania. voilà, Mm. WrestleMania-esque. Charlotte donc sur un trône porté par des espèces d'esclaves catcheurs bodybuildés, Oui, c'est voilà. ça. Elle est amenée jusqu'au ring hein, sur son trône. Et Sasha Banks, elle débarque en voiture avec des services de sécurité. Elle sort par le toit ouvrant. Grosse pop, hein, parce qu'elle est à Boston, hein, dans sa ville natale, on va dire. Donc la cage n'est pas descendue, elle va descendre doucement pendant qu'on présente les deux adversaires. Et Charlotte en profite pour placer un bon coup de coude, un bien violent à Sacha, avant que les présentations soient terminées, avant que la cage soit complètement descendue. Et donc le combat commence avec une Sacha qui est déjà bien diminuée. Et Charlotte, eh ben, après plusieurs minutes à batailler hein, de part et d'autre, hein, ça jette contre la grille, hein, ça s'envoie dans les barricades. Elles vont toutes les deux grimper sur la grille. Charlotte va réussir à descendre avant, elle va réussir à attraper Sacha, la placer en powerbomb et l'exploser sur la table des commentateurs. Violent spot. Très très violent. Ouais. Sacha va avoir beaucoup beaucoup de mal à s'en remettre. Les arbitres vont essayer d'arrêter le match. On va essayer de l'emmener en civière. Ça va durer de longues minutes.
Et donc on va même annoncer hein, au micro l'arrêt du match, la défaite de Sasha Banks. Mais Sacha, elle accepte pas, elle se relève, elle sort de la civière, elle rentre dans la cage. Donc la décision est annulée, on reprend la ceinture à Charlotte et le match commence pour de la vraie cette fois-ci. Et puis on va avoir un putain de match hein, entre les deux. Ça va être très très violent. Les filles vont rester marquées. Il va y avoir des projections contre la cage. On va utiliser les tables. Alors, les tables qui vont avoir du mal à casser hein, parce que quand on envoie Sacha Banks Ah dessus, oui, comme elle est pas bien lourde, c'est pas bien lourd. ça Ouais, rebondit en quelque sorte. c'est un peu ça. Euh, mais par contre, la grille, ça laisse des traces. Et ma foi, bah, ça se termine sur une victoire de Charlotte, l'imbattable Charlotte en pay-per-view. Ouais. Alors qu'il va, c'est-à-dire qu'elle va laminer Sasha Banks qui s'écroule dans le ring en essayant de porter une ultime powerbomb sur Charlotte à travers alors, en faisant la diagonale du ring si vous voulez. Mais elle s'écroule au milieu, son dos lâche. Euh, et donc, bah, Charlotte, elle va l'envoyer sur les tables plusieurs fois. Les tables refusent de casser. Et elle lui place comment ça s'appelle? Natural Selection. Natural Voilà. Selection. Et ma foi, la pauvre Sacha ne pourra pas se relever. Alors, drôle d'ambiance dans le stade, hein, parce qu'on était à Boston. Tout le monde aurait voulu une victoire de Sacha. Mais c'est Charlotte qui l'emporte. Du coup, il n'y avait pas une grosse explosion de joie à ce Ah moment-là. non. Ça, je dirais que c'est la deuxième petite fausse note de la soirée. C'est Ouais, cette volonté de protéger Charlotte en pay-per-view. Apparemment, ils essayent vraiment de lui construire cette streak. Euh, je pense que c'est ça, ouais, c'est surtout ça. et c'était peut-être pas judicieux sur ce soir-là parce qu'effectivement, les gens voulaient la victoire de Sasha Banks. Puis ça aurait pas changé grand-chose, je pense, au reste de l'histoire. Mais alors, putain, quel match, hein. Ouais, Je sais pas, ouais, quel dis-nous ce que match. t'en penses. Écoute, quel match. Ouais, ouais, elles ont été à la hauteur de l'événement pour moi. J'en attendais même pas autant, je pense. Enfin, elles ont vraiment été à fond dans la stipulation, dans l'envergure du moment qui était voilà, c'est un main event, donc première clôture de pay-per-view pour les femmes. Dans une cage, donc premier match à stipulation aussi pour des femmes, donc enfin moi c'était la première fois que je voyais deux nanas dans un ring se foutre des coups de chaise comme ça dans la tronche, de s'envoyer à travers des tables et tout, donc enfin c'était assez dingue. Donc c'était vraiment du gros niveau, et je suis presque triste au final parce que je pense qu'elles sont passées à pas grand chose d'un match 5 étoiles ou d'un match absolument historique. À quelques spots à droite à Hmm. gauche, des tables qui cassent Certaines pas, tables qui ne cassent pas, effectivement. et c'est ça, des tables qui cassent pas, des petites imprécisions, des trucs, des portées un peu ratées, des petits trucs qui font qu'à droite à gauche, les gros spots ont été un petit peu bancals, et c'est dommage parce que, enfin voilà, c'était un match exceptionnel et qui aurait pu être vraiment absolument dinguissime sans les petits loupés des spots importants. Et puis bah ouais, tu l'as dit, ce finish un peu, bon bah, ils ont fait le pari, peut-être un pari plus long terme qui, c'est vrai, nous prive de notre joie instantanée et de la joie des Bostoniens là de voir Sacha gagner, qui est bon bah voilà, qui est le record de Charlotte en pay-per-view, qui n'empêche, ils l'ont rappelé avant le match, ils l'ont rappelé après le match, qui est assez impressionnant. Ça fait maintenant qu'elle est à 14-0 Hmm. en pay-per-view, ce qui est quand même assez dingue. Elle est à 14-0 en pay-per-view, donc je pense que clairement ils misent là-dessus, et ils vont en parler de plus en plus pour peut-être la destituer à WrestleMania, parce que bah voilà, à WrestleMania, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça fera peut-être dans 4 ou 5 pay-per-view, peut-être qu'elle sera à 20-0, je sais pas, enfin non, peut-être pas. Ouais. Mais bon, en tout cas, elle aura une grosse streak, et peut-être que voilà, ils veulent jouer là-dessus pour la faire perdre contre Bayley ou contre Sacha à WrestleMania. Ils misent long terme. C'est un peu dommage parce que ça fait du mal, je trouve, à Sacha cette défaite.
parce qu'au final, Sasha Banks, elle gagne ses titres en weekly, mais elle est incapable de les défendre en fait en pay-per-view. C'est un peu ça qu'on retire du truc. C'est que Charlotte, elle est indestructible en pay-per-view, mais Sasha Banks, elle arrive pas à garder sa ceinture plus de 20 jours, Ouais, quoi. c'est un peu la défaite de trop pour Sasha Banks hein, sur ce C'est un coup-là. peu dur, c'est un peu dur. Alors évidemment, elle est protégée avec ce spot de début de match, cette blessure sur laquelle il joue dans le finish C'était aussi. un peu long, hein, ce passage-là. Ouais, c'était Trop trop long. long, hein, carrément. Hein. C'était mal exécuté. C'est dommage parce que, alors moi j'ai beaucoup aimé. Hein, tu l'as dit. Hein, c'est la cage était en train de Mm, descendre et puis alors là d'un seul coup elles se sont tapées dessus. Et ça c'est ce que j'aime dans les main events, dans les pay-per-views, c'est la folie, c'est l'imprévu. Donc là voilà, ça part dans tous les sens. clairement. Elle commence à se foutre, elle se fout sur la tronche. Là Charlotte qui met une powerbomb sur Sacha à travers la table des commentateurs. Donc Et déjà t'es quelle là en mode, ok, powerbomb, hein. Oh là là. ouais. Donc là, déjà, là, t'es en mode, tu te dis, oula, what the fuck, qu'est-ce que ça va être ce match de taré? Donc tu vois, tu te dis, bon, bah, c'est super, ça part vachement bien. Et alors là, il nous joue le coup un peu à la Daniel Bryan, là, sorti sur civière et tout. Mm. Mais en fait, c'est trop long parce que elle est quasiment en train de chialer par terre, Sasha Banks, en train de dire, j'ai trop mal au dos, je peux plus, j'ai trop mal et tout. Et puis la minute d'après, quand ils annoncent que Charlotte va gagner, bon, du coup, elle se relève et ensuite elle te fait un match de 25 minutes Mm. pour au final, le booking n'est pas inutile parce qu'ils s'en servent à la fin. Mais bon, bah, il faut quand même suspendre son incrédulité très très haut quand même Mm, parce mm, mm, que mm. elle était quasi paralysée et elle te sort un match de 25 minutes derrière. Donc c'est un peu compliqué. En fait, je pense qu'ils auraient dû faire un peu moins long et peut-être la laisser debout, genre ah, j'ai mal, et puis amener les médecins et peut-être la forcer Mm. à aller derrière, plutôt que de faire cette histoire de là sur civière et compagnie, c'était too much et Mm, c'était trop mm. long. Ouais, trop long. Bah, ouais, l'idée est bonne, mais c'est un petit peu mal Ouais, exécuté l'idée est bonne. sur ce Ouais. passage-là avec le service de secours là et ce brancard. Après, Mais bon, dans en tout cas, quel quel match. match hein. On était plus, moi je trouve, sur un match de cruiserweight dans une cage que dans un match de filles, hein, Oui, quasiment. c'est vrai. Euh, À aucun moment, je me suis dit que c'était un match féminin, c'est quoi. ça, C'est hein, elles vraiment, ont, c'était impressionnant. elles sont données à 100%. Et c'est pour ça, voilà. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, elles ont été largement à la hauteur de l'événement. Carrément. Ouais, alors là, on était sur l'historique et le match qui allait avec. Voilà, bah, puis des spots de malade. À un moment donné, il y a un sidewalk slam de Charlotte qui jette Sacha à l'extérieur du ring, qui tombe sur le Ah ouais, tablier du putain. ring et elle tombe à terre là. Oh là là. Et et puis, alors Charlotte, Puis à un moment, c'est son jeu facial, c'est son visage qui passe de. Alors, elle est très belle en début de match. À la moitié, elle a un visage, elle est éplorée, elle a l'air d'être au bout du rouleau. Elle regarde le public avec des yeux de cocker triste. Regardez où j'en suis, où hmm, je suis obligé d'aller pour aller chercher mon titre. Et à la fin, elle a encore ce visage là défiguré par la haine là, la haine, ouais, vraiment. qu'on retrouve. Je trouve qu'elle est très forte là-dessus. Ça, plusieurs fois pendant le match, elle répétait respecte moi, machin et Mm. tout. Elle a vraiment beaucoup d'avantages, Charlotte, à tous les niveaux maintenant, hein, technique, au niveau du physique, au niveau Ouais, du carrément. micro, et puis voilà, mais aussi C'est vrai que c'est ça, hein, j'ai bien aimé parce que j'ai vu sur le forum Hank qui disait que bah oui, enfin c'est facile parce que Charlotte elle a ce côté un peu presque tout lui tombe du ciel parce que voilà c'est la fille de Ric Flair, donc elle a toutes les opportunités et tout, ce qui est vrai, mais n'empêche que mine de rien, elle est largement au-dessus. Mm. Et elle les mérite toutes ces opportunités parce que c'est ce que tu dis dans son acting dans le ring, elle a la puissance, elle a l'agilité, c'est elle qui fait les meilleures promos aussi. Enfin, franchement, il y a rien à dire. Hein. Moi, ça me fait plaisir de la revoir championne parce que je trouve qu'elle est vraiment excellente et qu'elle domine la division. Mm. C'est juste que j'aurais préféré peut-être qu'elle s'échange un peu moins le titre. Euh, et puis surtout pas faire perdre Sacha à Boston là, C'est mais bon ça. C'est surtout le fait que c'est ça pas se une passe à Boston et que Sacha perde à Boston plus ouais. qu'autre chose Parce que qui. ça fait un peu coup sur coup là entre l'Euro à Minnesota où ils ont essayé de faire huer les Mm. snars et puis bah là et là maintenant à Boston où ils font perdre Sacha, on a l'impression qu'ils regardent pas où est-ce qu'ils font les matchs C'est quoi. ça, un petit problème à ce niveau-là, et puis ça prive d'une grosse explosion de joie, à mon avis, qu'il y aurait eu à la fin du Ouais, match. puis Hein. qui aurait été Après un absolument match dingue, comme ça. qui aurait ouais, et qui aurait rajouté encore plus, Mm. je pense, d'émotion dans un match Ouais, historique. on aurait revu ça sur toutes les vidéos, ça aurait été génial, quoi.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ça y est, la révolution des divas, la révolution féminine, elle est faite à la WWE? Écoute, en tout cas, je pense que ce match il a beaucoup contribué parce que, enfin, en tout cas pour beaucoup de gens comme moi peut-être, parce que moi j'étais vraiment, pour le coup, je suis vraiment pas catch féminin de bas à la base. Enfin, ça me tente pas trop. Je suis un peu rebuté, peut-être par ignorance, mais un peu rebuté par le côté moins physique, moins puissant, moins prodigieux. Donc tout de suite ça me botte un peu moins et là, enfin là j'ai été scotché parce que enfin voilà c'est ce que je disais quand on en parlait, c'est la première fois que j'en voyais deux faire ce que les mecs faisaient, à savoir se foutre des powerbombs à travers des tables, se mettre des coups de chaise là comme ça, se mettre des belly to belly suplex dans la cage là. Il y a un moment, il y a un spot qui est horrible sur Sacha aussi comme ça. Hmm. Qu'est-ce qu'elle Euh, prend, Sacha, quand même, dans le match, hein? Ouais, Oh là putain, là. qu'est-ce qu'elle bump. Mais et donc du coup, ouais, je pense que vraiment ça a contribué à ouvrir des yeux sur ce qu'étaient capables de faire des femmes dans un ring. Et en fait, enfin, pas ce qu'étaient capables de faire, parce qu'on sait elles sont capables de faire des choses très techniques. Mais en tout cas, ça a peut-être ouvert des yeux sur sur les opportunités qu'on pourrait leur donner à l'avenir. En pay-per-view, voilà, des stipulations, des spots, des choses qui peut-être qu'elles pourraient faire pour continuer à grimper. Et puis finir par avoir peut-être de nouveaux main events comme ça de catch parce que voilà je me suis pas du tout fait chier à avoir un main event de femmes à Hell in a Cell et c'est super positif quoi, ils ont réussi leur coup. Hmm. Ah bah moi je pense que c'est clairement un des meilleurs Hell in a Cell qu'on a vu depuis longtemps. Ah bah oui, Voilà, si on a des main events comme ça en laissant les filles s'occuper, hein, complètement. des matchs de main event, moi je re-signe tout de suite. Voilà, donc moi pour moi, effectivement, la révolution elle est faite. Voilà, hein, là on a. Bah, c'est quand même un grand palier de C'est franchi, hein, ça, ouais. hein, et maintenant elles font le main event, elles se battent dans la cage, je vois pas qu'est-ce que les gens veulent de plus. Voilà, donc bon, vraiment plutôt une belle réussite, hein, au final, ce pay-per-view. Oui, Qu'est-ce qu'on fait? On donne une note? Tu veux donner une note? Allez, on peut soyons donner une fous. note. Écoute, moi je vais donner 4 sur 5. Voilà. 4 sur 5. J'ai trouvé que c'était un super Hell in a Cell. Voilà, j'ai pas bien construit. Ok, ok. Et ben moi je vais mettre plus que toi, je vais mettre 4,5. Waouh. Voilà, c'était super cool, c'était historique. Quelques petites fausses notes, mais bon, Ouais. Ils sont vraiment bien servis de ce triptyque de main event là pour bien construire leur Hmm, show, un au début, un au milieu, un à la fin, des Hell in a Cell très différents, une mid-card relativement plaisante au final. Donc franchement, un super pay-per-view. Ouais. Voilà, c'est du très très bon. Jetez-vous dessus si vous l'avez pas encore vu. Voilà ce qu'il en est de ce pay-per-view. La suite du feuilleton de la TNA. Billy Corgan, la semaine dernière on vous avait laissé en vous expliquant que Billy Corgan il était reparti de l'histoire remboursé par les créanciers de la TNA. Comme j'avais dit, Billy Corgan c'est pas un mec qui lâche facilement, donc il est revenu à l'assaut. Il a tenté un procès contre la TNA en expliquant qu'il ne pouvait pas y avoir de vente suivant le contrat qu'il avait fait à l'époque quand il avait prêté de l'argent à la compagnie. Mais il a été débouté de sa plainte parce que donc apparemment il n'a pas assez de preuves. Donc le procès n'aura pas lieu pour l'instant, sauf s'il réussit à ramener de nouvelles preuves, hein. Ils attendent juste plus Mm. de preuves au niveau de la TNA. Donc pour l'instant, on se retrouve toujours dans la même situation, avec toujours Dixie Carter aux commandes, Arolux qui est là pour financer donc la TNA. Par contre, on a plein de mauvaises nouvelles qui tombent également. L'avenir n'est pas rose, hein, pour la TNA. Les enregistrements sont reportés. Il y avait un segment prévu avec les frères Hardy, hein, qui font toujours le buzz sur Internet, qui devait s'appeler Total Non-Stop Dilation. Bon, Mais parce que là, il y a plus de TNA en ce moment? il y a toujours, parce que ça a été enregistré à l'avance, en Ah, fait. Donc ils peuvent toujours présenter des émissions.
vu que c'est les émissions qui ont été enregistrées. Mais ça va finir par s'arrêter. Et il faut qu'ils fournissent les prochains épisodes pour le 15 décembre. Hmm. S'ils sont à défaut, et ben ils perdent leur créneau normalement avec la chaîne Pop, qui est déjà pas un créneau très avantageux. Ouais. Mais alors, ce qui se passe, c'est que l'argent qu'ils ont pour tourner donc le spot des Hardy, bah, comme ils ont plus trop d'argent, bah, ils vont essayer de l'utiliser pour faire la totalité des enregistrements. Donc toutes les Hmm. émissions de TNA Impact Wrestling. Euh, donc voilà, on est un peu dans une situation floue. Et la dernière mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que la TNA perd aussi son spot sur la télé anglaise à partir de janvier. La chaîne Challenge TV qui diffusait la TNA en Angleterre eh ben, ne diffusera plus la TNA. C'est une grosse rentrée d'argent ça pour la TNA. Donc voilà, c'est vraiment mal C'est la barré. cata. Surtout qu'il leur reste aussi quelque chose de rentable, c'est-à-dire leur contrat en Inde. Mais le problème, c'est qu'ils devaient aller faire une tournée en Inde et qu'ils l'ont pas faite et que c'était une partie des clauses du contrat. Donc ils risquent aussi de perdre Ouais, donc ils vont se faire squeezer aussi ils là. risquent fort de se faire squeezer. C'était le partenariat avec Sony Six en Inde. Donc là, ça sent vraiment le sapin pour la TNA. Bon, toi, je sais que tu suis pas trop la TNA, mais Non. de ton regard candide, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que De mon regard candide, vraiment de l'extérieur, parce que je suis de très loin par l'intermédiaire de vos commentaires, mais enfin ça m'a l'air de puer quand même vénère. Euh, donc je vois pas trop en fait quelles sont les prochaines étapes pour eux, parce que s'ils ont plus un rond pour enregistrer des émissions et ils arrivent pas, enfin, à trouver des investisseurs corrects, enfin il va falloir un moment qui mettent la clé sous la porte, enfin je sais pas, ou qui se fassent racheter. Mais est-ce qu'il y a des racheteurs sérieux actuellement pour la TNS? C'est ça le truc. c'est tellement endetté que je vois pas Parce que ça, oui, c'est ça le qui truc, c'est que ça a qui l'air serait complètement assez pourri. bête pour aller, à part Billy Corgan, visiblement. Hein. Ils ont, parce que même en termes d'assets, ils ont pas une marque qui est très Du forte. tout, du tout. La TNS, ça n'a jamais non plus rayonné Mm. un truc fou furieux. Ils ont pas non plus un pool de contrats de catcheurs de très très haute qualité, à part peut-être les frères Hardy ou ils ont qui d'autre? Ils ont Lashley et puis peut-être des champions qui sont intéressants, mais Ouais, non, enfin c'est personne de. Après, assez, c'est quoi? C'est Damian Sando et Drew ouais, McIntyre, tu c'est un vois. peu maigre. Donc, On n'est ouais, donc on pas. voit mal. Enfin voilà, c'est pas non plus super Mm, attrayant. Donc mm. si en face de la marque et de ces deux trois pecnos, il y a que des dettes, C'est ouais, ça. Non, ça ce sent qui est pas bon. intéressant pour un racheteur, c'est les spots TV. Et comme voilà, Oui, donc ils ont déjà perdu le spot en Angleterre, l'Inde, ça là ils risque de perdent. pas tarder. Pop TV, ça devient difficile, sachant que Pop TV, ça leur rapporte déjà pas grand-chose. Non, Donc là, je pense que c'est quand non, même. parce que pour le coup, autant l'Angleterre et l'Inde, ça peut être des spots stratégiques. Autant une chaîne de troisième ou quatrième zone américaine, Hmm. quand on connaît déjà le rayonnement de la TNS, c'est vraiment, Ouais, enfin, parce que c'est limite je zéro, pense que quoi. même la TNA a peut-être plus de renommée en France qu'aux États-Unis du fait de ses Peut-être. passages à la télé, parce que en vérité, aux États-Unis, personne ne connaît la TNA. Je veux dire, quand ils sont dans les aéroports, par exemple Kurt Angle ou Christian, quand il était à la TNA, quand il croisait des gens, les gens lui demandaient qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous êtes encore à la télé alors qu'ils étaient champions TNA. Voilà. Ouais, c'est ouais. Ouais. Voilà, l'intérêt ce serait d'avoir ce spot TV, mais maintenant que ça a disparu, je pense pas que ça passera 2017, hein. Ouais. Malgré, Parce qu'en plus, ouais, il y avait un moment où on disait que c'est peut-être que la WWE pouvait potentiellement racheter les bandes hmm, vidéo, en fait les archives vidéo, mais enfin même ça, bah, enfin si, parce que ça permet quoi? Ça permet de filer des titres de champion en plus à certaines personnes. bah, c'est pour Parce alimenter qu'ils le network, ils avaient une volonté à la VVE là de présenter un peu des choses autres que la WWE. Ils avaient ouais, fait des ouais, sondages où ils proposaient par exemple si les gens seraient intéressés par la Ring of Honor, la TNA, des choses comme ça. Euh, d'accord. Simplement pour avoir un catalogue plus fourni, hein. Ils ont Ouais. aussi des trucs, les vidéos des anciens territoires, etc.
Au final, je vois pas la WWE racheter toute la Non, ça fédération juste ce pour sera ça, pas quoi. possible. Il y a trop de dettes, hein. Ouais. Faudrait être idiot pour acheter Ce serait pas good for Non, business, ça. bad, bad, bad. Voilà ce qu'il en est pour les dernières news de la TNA. Alors, on va enchaîner sur les nouveaux arrivants à la WWE cette fois-ci. NXT. On a quelques gros noms qui sont sortis de la scène indépendante. On a Tommy End, donc catcheur européen hein, qui est passé un petit peu par les fédérations en Angleterre, en Allemagne. Il est passé aussi à la Evolve. Euh, à Progress Wrestling en Angleterre. Mhm. Alors c'est un mec qui a quand même un sacré charisme. Bon, il a pas un physique énorme. Il a une espèce de charisme entre Bray Wyatt Il a une belle et une belle barbe. barbe, voilà. Il est à mi-chemin entre CM Punk et Bray Wyatt. Il y a du potentiel. Sur le papier, c'est Sur sympa. le papier, c'est sympa. Après, faut voir qu'est-ce qu'il arrive à sortir en promo. Faudrait pas qu'il soit bloqué comme un Cesaro ou quelque chose comme Oui. ça. Après, au niveau in-ring, c'est pas un high flyer, c'est pas un technicien de folie, mais il est solide. Voilà, s'il joue sur le charisme, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Il a du potentiel. Big Damo, alors ça, c'est aussi c'est un catcheur anglais donc qui s'est entraîné avec Finn Balor notamment. Mhm. Qui a un bon gros bébé, un bon gros balèze, avec un physique impressionnant. Ça peut fonctionner à la WWE, je pense. On l'avait vu hein, un petit peu à la TNA également quand ils avaient fait leur tournée en Angleterre. Euh, Yes. donc ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et on a Mademoiselle Crazy Mary Dobson qui débarque. Alors elle, j'ai jamais vu catcher, donc je pourrais pas vous en dire plus. Euh, mais bon, apparemment, elle a le niveau, donc ça pourrait donner du bon dans la division féminine, hein, parce qu'il y a besoin de haut niveau hein, pour la division féminine, notamment NXT, où c'est un petit peu sec en ce moment, parce que les petites catcheuses australiennes qu'ils ont, elles sont pas terribles, et ben, il nous reste Asuka. Ouais, je suis pas transcendé par les petites australiennes, la Billie Kay, c'est Voilà, ça, Billie Kay, Liv Morgan, et puis je sais plus comment ouais. s'appellent les autres, mais c'est pas bon. On est loin de ce qui se fait ailleurs, et puis j'ai pas l'impression qu'elles pourront aller un petit peu au-dessus de ce qu'elles font actuellement. On réinjecte du sang neuf dans la division féminine, bah aussi également avec deux lutteuses japonaises, deux lutteuses de la Stardom, une certaine Yoshirei et également Kairi Ojo. Donc ça c'est pareil, je ne les ai jamais vu catcher, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, si elles sont du niveau d'Asuka, ça devrait être pas mal. Ah Parce bah, que, à ah, mon oui. avis, ça doit être deux belles bagarreuses, connaissant le catch japonais. Euh, voilà, bon, je pense que Giscal, t'as peut-être pas grand-chose à dire sur tout ça. Non, si ce n'est que ouais, je les ai vus en effet sur le papier, ils ont l'air intéressants. Et puis je remarque, qu'ils ont manifestement, enfin les deux mecs ont 31, je crois, que sont relativement, Ah, enfin ils sont quand même assez établis, mais ils sont quand même assez, enfin ils sont jeunes quoi, ils sont dans la fleur de l'âge, donc ça c'est plutôt pas mal. Si jamais c'est des mecs intéressants, ils sont quasiment, enfin ils ont de l'expérience et ils ont un peu de ils ont quand même quelques années à tirer derrière à la WWE. Et puis elle, manifestement, elle a 23 ans, Crazy Marie, donc elle, pour le coup, elle est super jeune. hmm. Faudrait pas que. Bon, Alberto Del Rio n'est plus là, donc Oui, alors attention, s'il n'y a pas un autre prédateur voilà, dans les vestiaires. ouais, qui risquerait de lui faire tourner la tête à elle, Voilà. mais, mais non, non, donc bah, écoute, on verra bien. Moi, je regarde du coin de l'œil NXT, donc j'attends de voir ce que vont donner ces petits nouveaux. C'est toujours agréable de voir des nouvelles têtes. C'est ça, exactement. C'est toujours bon de savoir qu'ils continuent à embaucher. Ils ont fait des gros Ah, puis recrutements en Chine et puis bon, il y a d'autres aussi catcheurs, mais alors enfin, des athlètes plutôt, hein, qui ont été embauchés à NXT, des anciens footballeurs américains, des choses comme ça. oui, ça ils aiment bien aussi. Hein. Voilà, donc là il y a encore tout un arrivage. Il y a de quoi faire à NXT.
La suite des infos, c'est ce nouvel acteur dans le monde du catch. C'est Flow Sport qui s'allie donc au World Wrestling Network, le WWN, pour le lancement de Flow Slam TV, qui va proposer rien de moins que des pay-per-view des fédérations indépendantes, alors notamment la Evolve, la Shine, la Full Impact Pro. Je crois qu'il y aura aussi la Dragon Gate, si je dis pas de bêtises, Dragon Gate USA. Donc ce qu'on se trouvait sur le WWN, alors je sais pas s'il y a beaucoup de nos auditeurs qui connaissent, mais c'était une plateforme de streaming qui propose à l'achat les pay-per-view de toutes les petites fédérations indépendantes. Alors, l'abonnement il revient à 20 dollars par mois quand même. Ça fait environ 18,40 Mhm. €. Ce qui fait deux fois plus que le VVE Network. Euh, Sachant que pour les avoir vus, les pay-per-view des fédérations indépendantes, niveau production, niveau technique, on est quand même À des à années-lumière, des hein. années-lumière effectivement de la WWE. Alors on peut avoir une ristourne si on prend à l'année, mais je suppose qu'il faut payer l'année en entier. Ah bah oui, je pense, oui. Donc voilà, est-ce que par exemple toi, hein, qui est un suiveur quand même plutôt de la WWE, est-ce que par Ah oui. curiosité, t'irais tenter ta chance là-dedans, ou est-ce que c'est définitivement trop cher? Franchement, ouais, pour moi, c'est rédhibitoire presque 20 dollars. Quand tu vois, enfin, je sais que c'est pas le même produit, hein, mais quand tu vois la richesse du WWE Network et la qualité de production, la diversité des émissions et tout qu'ils proposent pour 9,99, je vais pas faire le VRP de la WWE, mais c'est quand même, enfin, de mon point de vue, autrement plus intéressant que 20 dollars pour un service, voilà, de streaming qui se lance avec des fédérations obscures. Parce que en fait, l'offre telle qu'elle apparaît aujourd'hui, elle m'apparaît un peu comme finalement, ils ont deux trois fédérations d'appel, grosso modo. Ils ont quelques grosses fédés. Mais le reste, c'est quand même, enfin, c'est du ultra indépendant, très Hum, obscur. Enfin, hum, c'est des hum. toutes petites fédérations. Donc voilà, est-ce qu'on a vraiment envie de payer tout ce package pour 20 dollars à l'heure du aujourd'hui, à l'heure du tout gratuit, du streaming accessible à tous. Je dis là quand je dis ça, j'encourage pas le piratage, mais je dis juste que est-ce qu'ils vont arriver à tenter suffisamment des gens qui avant ça se procuraient gratuitement la majorité de leur catch. Est-ce qu'ils vont arriver à les convaincre de dépenser 20 euros pour les soutenir dans leur projet sur une bibliothèque qui est ce qu'elle est, quoi. Enfin, pour moi, qui ne rivalise pas quand même avec ce qu'on peut trouver ailleurs pour moins cher. Donc voilà, pour moi, 20 dollars, c'est quasi éliminatoire, quoi, dans la course au streaming aujourd'hui, quoi. Ouais, et puis il manque un peu effectivement certaines fédérations comme la Ring of Honor. Ça Ouais, c'est après dommage de voilà, ne pas avoir signé un accord avec eux parce que ça aurait été un beau produit d'appel. ouais, Sachant que est-ce que s'ils arrivent à faire un package hmm, plus glamour peut-être avec de plus il grosses, manque la, il voilà, une manque la sorte de contre-pouvoir, la quoi. Pro Wrestling Guerrilla. Voilà, les grosses, finalement, peut-être les fédérations indépendantes les plus intéressantes, elles ne sont pas dans le programme. La Evolve, je trouve ça pas mal, mais au niveau de la production, c'est quand même difficile hein, à regarder. Hein, les Ouais. réalisations, c'est vraiment au ras des pâquerettes. Alors peut-être que ça permettra d'avoir un petit peu plus de financement justement pour la réalisation des shows. À partir de là, si ça devient un peu plus Ah, il y a proche. ça, ouais, il y a ça Alors, faut aussi. savoir que c'est qu'il y a, Et qu'il y a- qu'il y a aussi la. Alors, Flowslam, c'est déjà bon, une société qui a les reins solides, mais il faut savoir qu'il y a la WWE qui a investi aussi dedans, hein, donc ça ah, reste dans le giron finalement de la WWE, ouais. sachant que la Evolve, par exemple, hein, qui est un petit peu la plus grosse fédération du truc, c'est un peu l'autre fédération de développement de la WWE, hein, parce que tous les Hmm, Cruiserweight venaient de d'accord. là-bas. Euh,
voilà, on peut pas considérer, je pense, que c'est une alternative vraiment Non. crédible Mais à... après, est-ce que s'ils arrivent peut-être à rassembler vraiment toutes les grosses fédés indépendantes, ça peut être intéressant de voir justement un produit, un peu voilà, une sorte de contre-pouvoir se développer au niveau des plateformes de streaming. Ça peut être Mm. sympa. Et moi, je sais que ça pourrait me tenter peut-être de mettre un mois par curiosité pour découvrir d'autres Mm. choses. Mais c'est vrai que là, en l'état, 20 $ avec ce qu'ils proposent actuellement, ça me semble indécent. La lucha underground, ça peut pas être une cible pour ce genre de produit ou c'est trop à part Bah, et la déjà Lucha bien. Underground, c'est une série télé en vérité, hein. C'est pas vraiment une fédération. Je sais qu'ils font quelques petits shows quand même, Ouais, c'est vrai que c'est un peu quelques différent de son house shows, fonctionnement. mais on n'est pas vraiment sur le circuit, sur le vrai circuit indépendant. C'est lié à la. Et les fédés japonaises sont pas du tout concernées par ce type de. Il me semble qu'il y a la Dragon Gate dans l'histoire, Ah, mais c'est pas vraiment mentionné dans les news, alors je sais pas, parce que je suppose que ça va se dénouer au fil du temps, hein. Je pense qu'ils vont peut-être. après, c'est une bonne initiative, hein, parce que c'est vrai que s'ils arrivent à rassembler suffisamment de grosses fédérations sous le giron là de cette plateforme, ça peut justement peut-être être une source de revenus pour ces fédés pour se Mm, développer, mm. qui est intéressante. Hein, mais bon, à Voilà, voir. À à voir voir. pour la suite. Une petite info rapido sur le Survivor Series. Faut savoir que Oui. ça fera 4 heures. Ils ont prévu une durée de 4 heures encore une fois pour ce pay-per-view. Alors, du coup, hein, comme on est à Talking Catch, la règle normalement, c'est de savoir si est-ce que c'est smart, est-ce que c'est trash. Alors du Oui, coup, c'est 4 vrai. heures de pay-per-view, est-ce que tu trouves que c'est smart, est-ce que tu trouves que c'est trash? Pour moi c'est trash. Moi, à part WrestleMania, il y a aucun pay-per-view qui devrait faire 4 heures. C'est trop long. C'est trop long. Donc non, pour moi c'est trash. Pas la peine de développer plus que Mm, ça. Vous le dites chaque semaine déjà à Raw qui fait 3 heures, on n'en peut plus. mm, mm, mm. Donc non, des pay-per-view de 4 heures, c'est pas possible. Et on l'a vu à Hell in a Cell, 3 heures, c'est largement suffisant. C'est même pas 3 heures, d'ailleurs c'est un peu moins de 3 heures, c'est largement suffisant pour faire un show de qualité avec Mm, mm, mm. une carte de 6 ou 7 matchs, c'est très bien. Donc non, moi je suis pas fan de ça. Exactement, on met ça dans la poubelle. Voilà, et ce qui est pas bien aussi, c'est les podcasts qui ne terminent jamais. Alors, rapidos, une petite info sur Austin Harris qui a été blessé par Shinsuke Nakamura qui lui a explosé l'œil. Mais Ça c'est pas ça, bien c'est ça. pas bien, hein. Un coup de pied un peu mal porté, hein, il faisait un match par équipe, hein. C'était Austin Harris et Samoa Joe qui affrontaient l'équipe du champion, donc Shinsuke Nakamura, qui était associé à Noé José. Puis vers la fin du match, Nakamura lui porte un sale coup de pied à Austin Harris. J'espère Voilà, qu'il sera pas pénalisé. non, 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 ça fait plus de peur que de mal, hein. Visuellement, ça fait peur. Il a posé quelques photos sur Twitter. Apparemment, j'ai vu qu'il était out pour le reste de Ah l'année. ouais? Hein. Eh ben, dis donc. Ouais, j'ai cru Euh, voir ça, hein, parce que il lui a quand même fracturé la cavité oculaire là. Enfin, ok. donc du coup, c'est compliqué quoi. C'est des opérations, ça prend un peu de temps. D'accord. Bon, bah écoute, pour l'instant, on va avoir un Austin Harris sur la touche. On vous en dira plus dans les prochaines éditions. On suivra ça de près parce qu'Austin Harris, c'est quand même triste, hein, s'il n'est pas là pendant un moment. Voilà, on a fait le tour des news, on a fait le tour des Line Sale. Alors, Ouf, c'est c'est bon. bon. On vous rappelle rapidement que vous nous retrouvez sur iTunes, sur YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch, sur PodCloud également. Donc vous allez avoir Catch Up, hein, qui va arriver incessamment sous peu sur Monday Night Raw, le supplément SmackDown avec l'ami Giscal, l'ami RM aussi. Et ben il me reste plus qu'à te remercier, Giscal. Écoute, merci à Eh toi. ben, c'est moi. Puis voilà, puis je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis je vous souhaite toujours une bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao. Salut tout le monde.